L'annonce sur Le Bon Coin avait de quoi surprendre. À vendre, à Saint-Quentin, près de Paris, bâtiment atypique de 1000 mètres carrés, 200 000 €. Autant dire, sur le papier, une bouchée de pain, 200 € le mètre carré. Attirée par l'aubaine, une artiste peintre a fait le déplacement. C'est magnifique. Avec son mari, Isabelle Adelus cherche un lieu singulier pour en faire sa résidence et son atelier. À peine arrivé, et déjà envoûté. J'ai pas de problème avec l'espace, donc je m'y sens tout de suite bien. Ça me donne plutôt envie de me mettre au travail. Et pourquoi une église? Parce que j'aime les vieilles pierres. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une église pour l'art? Ça, c'est superbe. La lumière sur les vitraux qui sont au sol, moi je peux rester des heures là. L'émotion est là, mais l'artiste se laisse quelques jours pour réfléchir. Comme à Saint-Quentin, une quinzaine d'édifices religieux sont à vendre chaque année en France. C'est beaucoup et peu en comparaison des 43 000 églises et chapelles qui enrichissent le patrimoine français. À l'origine de ce phénomène, le coût astronomique de l'entretien des lieux de culte, leur désertion aussi par les fidèles. Sur ce marché particulier, certains ont flairé les bonnes affaires, avec des reconversions spectaculaires. Mais à quel prix se négocient ces biens hors normes? Comment les rénover? C'est trop compliqué, l'électricité, l'eau, l'éclairage, le chauffage. Quelles sont les contraintes pour le futur acquéreur? Faut-il avoir la foi? C'est lourd, c'est dur, je dors pas beaucoup, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Pour autant, est-ce un bon investissement? Pour quelle rentabilité? On fait des statistiques avec nos clients, que les clients, finalement, commandaient entre 20 et 30% de plus. Entre rêve et chemin de croix, est-il finalement si simple d'offrir une seconde vie à nos églises? Première constatation, une église n'est pas un bien comme un autre. Ça intéresse tout le monde dès qu'on touche à l'église. Enlever l'église des villages, il n'y a plus de village. Même si l'église ne sert plus à pratiquer la foi, mais si vous enlevez l'église, il n'y a plus de village. L'église, c'est un point d'ancrage, c'est un point de relais de tout ce qu'on peut imaginer dans le terroir français. Enfin, c'est évident. Patrice Besse sait de quoi il parle. C'est l'un des spécialistes de l'immobilier de caractère. Il présente sur son site plus de 400 châteaux, belles demeures, monuments historiques, dont une trentaine d'édifices religieux. Alors forcément, quand vous lui demandez un prix, ça va de 0 à 400 ou 500 000 €. Voilà, le marché, il est là. De toute façon, au-delà, ça n'existe plus. Sauf des églises qui ont déjà été transformées, qui ont déjà une activité, où on vend presque un fonds de commerce avec. Là, c'est autre chose. Mais des églises à l'état d'église qui viennent d'être désacralisées, voilà, ça va entre 0 et 500 000 € au grand maximum. ce jour-là, Patrice se rend à Granville, en Normandie. Il voudrait faire entrer dans son portefeuille un monument hors norme. Et on pourrait imaginer que dans le cas d'une réutilisation de l'église, on puisse, pas annexer, mais en tout cas... Le rendez-vous est avec Madame le maire, à gauche, Dominique Baudry, qui est accompagnée pour l'occasion de son service technique. On est ouvert à tout, hein, ça c'est évident. On a quelques critères à mettre sur un projet à venir, mais...
La ville aimerait que Patrice Besse trouve un repreneur à ce monument-là. 2014, cette problématique s'est posée à mon successeur. L'église Saint-Paul, construite en 1877 dans un style romano-byzantin. Elle domine la ville et pour les Grandvillais, elle est devenue un symbole. Donc voilà, notre belle église. L'église est belle, pourtant aucun maire n'a pu encore la sauver. C'est un très beau lieu. Le volume fait que c'est assez facile à couper, à redécouper, à réaménager. Première photo, premier constat, avant le passage d'experts qui évalueront précisément l'état de l'édifice. Et vous avez un système de chauffage ou pas du tout? On a les radiants là-haut. Ah oui, les radiants dans le... Ludovic, on a simplement les radiants en termes de... Voilà. D'accord. Je regarde souvent la structure parce que quand on voit des piliers qui commencent à s'affaisser, quand on voit des fissures un peu partout, quand on voit... Ce qui n'est pas le cas ici. Celles-ci, elles semblent... Alors moi, je ne suis pas un grand technicien du bâtiment non plus, mais je vais voir un peu l'œil. Elles semblent saines. Ça semble être un bâtiment sain. Ah oui. La structure semble en bon état, mais comme pour une maison particulière, mieux vaut aller jeter un œil dans les combles. Sur ce côté-là, les ardoises sont complètement fichues. Les lithos sont complètement imbibés. Et avec 1500 mètres carrés de toiture, sans compter les dômes en béton, la facture pourrait très vite monter. Depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, 95% des édifices religieux sont propriété des communes, qui ont donc la charge de leur entretien. Ici, des travaux et un projet culturel avaient été imaginés, mais les devis étaient exorbitants. Avec le projet dedans, c'est mon prédécesseur qui avait fait ça, on n'était pas loin des 10 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on n'a pas les moyens, enfin les collectivités n'ont pas les moyens d'entamer des travaux aussi importants. Il y a d'autres enjeux aussi. C'est combien le budget de Grandville? 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Oui, oui, oui. Donc on comprend mieux que 10 millions de travaux pour une église, c'est beaucoup. Et d'autant que des choix différents ont été faits et qu'on a mis 8 millions d'euros dans la construction d'un groupe scolaire. Madame le maire a décidé de vendre. Patrice Besse doit maintenant proposer un prix. Il n'y en a quasiment pas de valeur monétaire. Parce que quelqu'un qui vient ici et qui fait les travaux de mise aux normes du bâtiment, qui fait les travaux de restructuration nécessaires, etc., s'il veut le revendre, déjà, il risque de perdre de l'argent. Donc il n'y a pas de valeur du bâtiment. On ne peut pas dire ce bâtiment... Enfin, si, on peut dire, voilà, le bâtiment vaut 200 000 euros. Je donne un chiffre comme ça, ce qui n'est pas un chiffre tout à fait idiot. Mais ce n'est pas grand-chose. Donc... Ça vaut ce qu'un acquéreur aura comme projet à l'intérieur du lieu. L'objet, c'est pas de gagner de l'argent en le vendant, c'est de plus avoir la charge du bâtiment. Donc ils s'en dessaisissent et puis ils espèrent derrière avoir des retombées culturelles, économiques, avec des gens qui ont des activités intéressantes pour eux. Pourquoi pas raser et donner ça à un promoteur? Si vous le rasez, je pense que vous allez avoir une mutinerie. Les gens ne laisseront pas faire ça. Ce ne serait pas bien pour la mémoire commune de laisser raser un bâtiment comme ça. Et en plus, économiquement, ça coûte très cher. Bon, c'est plutôt encourageant. Oui, moi je trouve. Hein? La visite va durer 3 heures. C'est beau. Donc Le port, vous l'agrandissez. voilà, la digue là, on va la repousser de 4 Patrice proposera l'idée d'un bail amphithéotique. Contre un loyer modique, le repreneur s'engage à faire les travaux et obtient en contrepartie le droit d'exploiter le site sur une longue durée. C'est idéal pour la ville qui reste propriétaire sans dépenser un euro.
Reste à trouver un intéressé. Belle vue sur mer, légers travaux à prévoir. Voilà, j'ai déjà l'annonce en tête. Vue sur mer imprenable, quelques travaux à prévoir. À saisir immédiatement. Cette solution serait aussi un bon moyen pour calmer la grogne des fidèles et des riverains. Ils nous regardent souvent d'un mauvais œil, forcément. Puis ils ont raison d'ailleurs, parce qu'on fait souvent une profession de... Enfin, on est un peu les fossoyeurs de plein de choses, nous, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on enterre des histoires pour en écrire d'autres, mais on vient en ultime recours. Nous, quand on vend l'église, c'est qu'il n'y a pas eu d'autre solution avant. On ne la vend pas, l'église. Donc nous, on arrive en ultime recours. Et quand on explique ça aux gens, on vient avant la démolition, c'est pratiquement ça. Donc on sauve l'église, on sauve le bâtiment. Moi, je devrais mettre un gyrophare sur le toit de ma voiture et dire attention, sauveur de patrimoine, écartez-vous, laissez-moi passer, quoi. Mieux vaut donc vendre plutôt que d'opter pour une solution radicale. Comme ce fut le cas à Abbeville, dans la Somme. Fragilisée par un défaut structurel, l'église Saint-Jacques menaçait de s'effondrer. Les travaux auraient coûté des millions. En 2013, le couperet tombe. Pourtant, les idées de reconversion ne manquent pas. À Poitiers, en plein centre-ville, cette ancienne chapelle abritait les archives départementales. Le lieu, cloisonné et sombre, n'attirait pas vraiment le regard. Aujourd'hui, c'est une bonne adresse de la ville. Un hôtel 4 étoiles et un restaurant design. Bon appétit. Où les clients peuvent apprécier sur les murs, comme dans les assiettes, la restauration des lieux. La majesté du lieu, puis l'historique, toute la symbolique qu'il y a aussi derrière, le fait que ce soit un endroit qui a été transformé, il y a toute une histoire derrière sur ce bâtiment-là. C'est un lieu qui a de l'âme, donc c'est toujours plaisant de venir déjeuner ici. À l'origine de cette métamorphose, Thierry Mincé, déjà propriétaire de plusieurs hôtels dans la région. Quand en 2012, il apprend que le monument est à vendre, il sait qu'il y a un coup à jouer. Il y avait aussi un gros coup de cœur. Construire quelque chose de différent, quelque chose en béton, sur 6 niveaux, avec des circulations identiques, etc. Standardisé et moins passionnant que créer un édifice comme celui-là. Évidemment, difficile de pousser les murs d'une église. Il faut faire preuve d'ingéniosité. Là où le prêtre partageait le pain autrefois, le chef célèbre aujourd'hui les saveurs. Et pour le vin, ça se passe sous les pieds des convives. Surtout, l'idée de génie ici, ce sont ces colonnes en béton blanc. Un clin d'œil à la Sagrada Familia, la célèbre cathédrale de Barcelone. Les piliers, évidemment, c'est la signature du lieu, la signature du restaurant. Et ces piliers, ils sont à la fois la signature architecturale et le support de l'hôtel qui se trouve au-dessus. Au-dessus, on a 3 niveaux de chambre. Un premier niveau de chambre, un niveau en duplex et un niveau dans les combles. Donc il y a toute une association entre l'architecture, le coup d'œil de l'architecte et notre côté économique du projet, à optimiser au maximum les surfaces. Un niveau de chambre en moins n'aurait pas permis de faire le projet, parce qu'il y a un équilibre économique à trouver qu'on n'aurait pas trouvé sans cette astuce.
Cette astuce permet d'installer 50 chambres sur 3 plateaux au-dessus de la nef. Voici la plus belle, très demandée pour les nuits de noces. Comptez entre 160 et 220 € selon la saison. Là, on se trouve dans le cœur de l'église, on est tout à fait en haut, sous les voûtes. Est-ce que de faire un hôtel, un restaurant dans une église, ça attire plus de clientèle? Oui, vous dire le pourcentage de clients qui viennent pour ce motif, pour cette raison, côté insolite, qu'on ne maîtrise pas parfaitement. Mais on voit bien l'intérêt des clients, la curiosité, la clientèle étrangère aussi beaucoup. Aujourd'hui, avec les supports de réseaux sociaux qui font connaître l'établissement, le côté insolite est très important, bien sûr. Est-ce que c'est rentable? Pour un investisseur, c'est rentable. À long terme et à moyen terme et long terme, c'est un bel investissement patrimonial, c'est une valeur sûre, donc on n'a aucun regret de l'avoir fait. Et sur le plan de l'occupation, on travaille aussi bien que sur un hôtel contemporain. C'est quoi, 60, 70%? Ça se dit? Ça se dit toujours dans une fourchette. On travaille bien. L'affaire est belle, mais toutes les reconversions d'églises ne partagent pas le même idéal économique. Nous retrouvons Patrice Besse à Tourcoing, dans les Hauts-de-France. Bonjour Patrice, tu vas bien? Il tenait depuis longtemps à rencontrer Sylvanie Ouareau, propriétaire de l'église Saint-Louis. Je suis honoré de pouvoir se faire découvrir mon projet de vie. Oui, ça m'intéresse, depuis le temps que j'en entends parler. Voilà, donc Saint-Louis, cette vieille dame qui est en train de se refaire une jeunesse. Cette vieille dame était à l'abandon. Un temps, il était même question de la détruire pour en faire un parking. Impressionnant, impressionnant. Donc c'est une église fin 19e, construite vraiment à une époque où Tourcoing était à l'apogée du textile. Et finalement, il y a une qualité de facture qui est assez remarquable pour ces églises de quartier. Que ce soit dans le choix des matériaux, dans la technique de construction, qui est assez traditionnelle finalement pour son époque. Parce qu'elle a été édifiée en 1893. Aujourd'hui, à force de pugnacité, Sylvanie a sauvé l'édifice. Tu conçois de le laisser comme ça, tu conçois pas de commencer à... Voilà, la nef, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on remplit les vaisseaux latéraux, mais qu'on garde le volume de la nef. C'est ça. En fait, on a commencé ici, on est reparti. Sylvanie n'est ni investisseur, ni promoteur. Lui, c'est un artisan, un amoureux du patrimoine. Son objectif, transformer le lieu en centre culturel. La nef centrale devient la rue couverte, l'atrium de Saint-Louis, donc l'espace public, finalement, qui ouvre à la fin. Et dans ce vaisseau latéral, on a le pôle accueil et vie. Et de l'autre côté, vraiment le pôle travail, avec une cité autour des métiers d'art, cité d'art et métiers. Et voilà à quoi ressemblera l'église, une fois les travaux achevés. Je viens chercher de l'inspiration, c'est sûr. Non, mais bien sûr. Et puis, Sylvanie, ça va pas le choquer si je lui dis je viens te voir pour te piquer quelques idées. Je pense qu'il sera même heureux qu'il y ait des gens qui fassent la même chose ailleurs parce qu'il fait ça pour sauver le patrimoine. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect culturel du lieu et de voir ce qu'on peut faire dans un lieu comme ça culturellement. Mais derrière la culture, il y a le mot économique. Donc là, je pense que son projet, je suis sûr que son projet défiera le temps. À partir du moment où il a monté son projet économiquement, il n'y a plus de problème, la pérennité du lieu est assurée. C'est vous qui l'avez vendue, celle-là, à Sylvanie, Patrice? Non, j'aurais bien aimé la vendre. Elle n'était pas à vendre, en fait. Non, mais c'est ça, il y a beaucoup... En fait, cette église, moi je me retrouve ici, tout ça à cause d'une blague, voilà, qu'on m'a fait il y a maintenant en 2009, donc il y a 8 ans. Et en réalité, j'étais arrivé à Tourcoing parce qu'une autre église était à vendre, qui était déjà passée dans le privé depuis une dizaine d'années. Et ça ne s'est pas bien passé dans la négociation. Au bout de 6 mois, je me suis rétracté, parce qu'elle avait été tellement saccagée. Et donc, au moment où je me rétracte, c'est une jeune urbaniste de la ville de Tourcoing qui me dit « Ah, mais partez pas, nous aussi, on a une église à vendre ». Et elle m'a montré des photos de Saint-Louis. Je fais « Waouh !» Et c'était le 07 08 09, c'est comme ça je retiens la date, 7-8-9, le premier jour où j'ai mis les pieds ici, belle journée d'été, j'ai découvert ce lieu. Il faut imaginer, le temps était vraiment figé en fait. Il y avait encore les missels, même la sacristie. Elle était vraiment dans son jus comme si le temps s'était arrêté.
Retour en arrière. Silvani devient propriétaire du monument en 2011 et commence alors les travaux. Aujourd'hui, la charpente est refaite. L'électricité, la plomberie sont installées. C'est le temps des finitions. Un parcours du combattant que Silvani poursuit depuis 7 ans maintenant, entraînant dans son sillage des étudiants, des chômeurs. Car il ne veut pas faire de Saint-Louis un temple du chiffre d'affaires, de la rentabilité à tout prix. C'est d'abord un projet social, aux accents d'économie solidaire. Parfait. Alors. Donc ça va être le salon. Ça va être le salon du haut lieu. Parce qu'on a la salle polyvalente à côté. Et ici, on a d'un côté l'auberge, de ce côté-là, avec des chambres d'hôtes et l'habitation. Et donc cet espace va être ouvert entre les deux en fait. Tout est un peu modulable, on essaye de penser les choses de façon modulable. Quelques jours plus tard, voici le bar du salon transformé en lingot d'or grâce à des plaques de titane recyclées. Silvani, un alchimiste, un idéaliste que rien n'arrête, surtout pas les questions d'argent. J'ai acheté 20 000 € symboliques, mais c'est un projet à 2 millions d'euros. Et en fait, je n'ai été financé que sur 500 000 €, les mesures conservatoires immédiates. Et tout le reste, il a fallu l'amener progressivement en autoconstruction, pour dire pratiquement une moyenne de 100 000 € par an qui ont pu être investis dans ce projet, uniquement sur un principe de réinvestissement systématique de toutes les richesses que je pouvais produire. En fait, pour vous expliquer, je n'ai pas pris de salaire pendant 10 ans. J'ai travaillé 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir une voiture, j'ai une camionnette, j'ai pas besoin d'avoir des vêtements, des beaux vêtements, je suis tout le temps en tenue de travail. J'ai pas besoin d'avoir une maison sur la côte, de toute façon, j'ai pas le temps d'y aller. Donc, j'ai tout misé là-dessus. J'ai tout misé là-dessus et c'est ce qui a rendu le projet possible, sinon, voilà. C'est un peu le couac, c'est-à-dire que ça rentre pas dans des cases. C'est un modèle économique qui est pas viable parce qu'il demande une abnégation. Je me suis comporté comme un religieux, alors que c'était pas du tout l'intention. D'avoir dit, voilà, je mets tout là-dedans, et j'y m'y engage corps et âme. Silvani est charpentier-couvreur, compagnon du devoir. Il a des chantiers dans toute la région. Chaque euro gagné, il le réinvestit dans Saint-Louis. Bon compagnon, travaille et chante, car chanson vaut mieux qu'un discours pour rendre nos outils moins lourds et l'existence moins méchante. Le labeur chasse le guignon. Pour faire des économies, il a installé le siège de son entreprise dans l'église. Elle est devenue la vitrine de son savoir-faire. Et il s'est même aménagé un appartement dans un des bas-côtés de la nef. Voilà, on est dans la maison dans l'église. Voilà, c'est notre maison commune où j'habite ici avec des compagnons de passage et des participants aussi au projet. On a un petit espace voilà, qui a été confiné dans l'église. C'est-à-dire que c'est très compliqué de vivre dans une église, dans un lieu comme ça. Au début, je squattais ici. Hein. Il faut imaginer que j'avais ma tente à une époque dans la nef, une caravane. Et j'ai eu des hivers très durs. Voilà. C'est humide, c'est froid, c'est pas évident. Et donc forcément, il faut réussir à créer une boîte dans la boîte. Et c'est une structure avec que des poutres de réemploi, complètement autonome. C'est comme une maison sur pilotis à l'intérieur de l'église, qui est ultra isolée, niveau phonique aussi. Et donc avec un espace assez finalement cosy. Une cuisine, 3 chambres. Son appartement fait 80 mètres carrés. Et donc voilà,
Donc où ça fait nos petites cellules monastiques, on y dort très très bien. On y dort tellement bien que la plus grande sera transformée en chambre d'hôte pour permettre à tout à chacun d'expérimenter une nuit dans une église. Mais en réalité, le projet de Sylvanie va bien au-delà des murs de l'édifice. En restaurant ce monument, il veut redonner vie à tout le quartier. Le quartier de l'Épidème, à Roubaix, c'est 3000 habitants délaissés et des dizaines de commerces fermés. Et depuis l'arrivée de Sylvanie, les choses commencent à changer. Les gens finissent par s'intéresser. Quand on était petits, le prêtre il nous envoyait, on allait nettoyer l'église, on nettoyait les murs. Vous savez y habiter ou y habiter ici, c'est la zone ici. C'est chez nous ici. Il nous dit l'église. J'ai rien à voir avec un prêtre, mais alors tranquille. Ouais. Et vous êtes content que l'église soit reprise maintenant? On ne sait pas par qui. On ne sait pas par qui, mais ça revit, c'est bien. Ça tombe bien, c'est moi. Ça revit, c'est bien. Voilà, c'est moi le compagnon. On va pas laisser ça à l'abandon. On va la réouvrir au public en fait. On va faire une cité culturelle. Et aussi un espace de travail. C'est important de la conserver, non? Ah ouais, même si c'est pas synagogue ou église ou mosquée, on pourrait détériorer. C'est des lieux saints. Il faut respecter. C'est normal. C'est bien. Hein? C'est bien, ça fait. Franchement, j'espère qu'on aura l'occasion de faire connaissance. Faut que tu viennes me voir. Ouais. Pas de soucis, on est là. Et on pourra parler justement du patron. Bonne journée. Merci. J'ai découvert ce quartier qui était oublié, qui était quelque part, voilà, une communauté, un derrière de gare enclavé qu'on avait à abandonner quelque. Bah oui, c'est possible. Oui, justement, il y a quelque chose à faire. Et c'est là où on rentre dans la résilience d'un patrimoine et la résilience d'un territoire et d'une communauté. Où c'est quand on a touché le fond qu'on peut que remonter. Oui, parce que ça fait pas rêver ici quand même. Excusez-moi, mais quand on regarde... Moi, ça me fait rêver, justement. Tout est fermé quand même, non? Moi, ça me fait rêver parce que justement, il faut tout ouvrir. Arriver en terrain conquis, à quoi bon? Cette philosophie commence à faire des émules. Ce matin, Sylvanie doit apporter sa dernière trouvaille pour faire connaître l'église à Christophe Blone, patron d'un restaurant de ce quartier. Bonjour. Hey. Bonjour Sylvanie, ça va? Christophe. Ouais, bien, tu vois. Super. Ça va? Le code neuf? On est venu t'amener la petite nouvelle de Saint-Louis. Voilà. Ah, super. Nouvelle bière de quartier. Montre-moi ça. Donc avant, ici, vous aviez eu l'occasion de... on avait eu l'eau de Saint-Louis, voilà. Qui était bien. Et maintenant, on est arrivé sur l'aire de Saint-Louis. D'accord. Donc on est toujours sur le même concept, bière participative, tu sais, pour permettre aux gens de mettre leur bière à l'édifice. D'accord, pas mal. En 2013, à 300 mètres de l'église, Christophe ose lui aussi l'aventure à Tourcoing et ouvre ce restaurant tendance au décor chic industriel. Et il l'avoue très clairement, ici, Sylvanie est l'apôtre du changement. Concrètement, sa présence fait partie des éléments un peu décisifs parce que il a ses personnalités et en même temps ce projet et ses valeurs. Donc oui, ça compte effectivement parce que ça apporte ce renouveau au quartier. Concrètement, oui. Pour reconvertir une église, il faut un projet, un budget, une volonté à déplacer les montagnes. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes à Mamers, près du Mans. Avant d'entamer une seconde vie, une église doit être désacralisée. C'est une étape incontournable. Ce rituel est un moment rare. Il n'a jamais été filmé. Le vicaire général du diocèse nous a accordé cette faveur. Dans une heure, cette chapelle ne sera plus un lieu de culte. On va jeter un œil après. Ok. Pas de problème. Moi j'ai tout mon temps. Pas de problème. Faut-il désacraliser? Alors en fait, c'est parce qu'il y a eu à l'origine, il y a eu un acte qu'on appelle de consécration ou dédicace d'un lieu. Et donc ce lieu a été affecté à la prière.
Et à la fin, c'est par pur respect pour le lieu, de dire maintenant on met fin en fait à cette consécration de ce lieu pour qu'il soit rendu. Le terme qu'on utilise, c'est un usage profane. Cette chapelle est l'élément sacré d'un couvent de religieuses. Au temps fort de l'activité monastique, elles étaient une centaine recluses à prier ici. Les dernières ont quitté les lieux il y a quelques mois. Il y en a 2. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce lieu que tu nous as donné, pour la prière, pour la célébration des sacrements. Le père Drouin officie depuis 20 ans, mais c'est la première fois qu'il procède à une désacralisation. Qui t'ont confié leur joie, qui t'ont confié leurs difficultés. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Amen, amen. C'était le dernier chant, la dernière prière dans la chapelle. Reste à signer le décret d'exécration. C'est le terme officiel pour signifier la désacralisation. Dans l'assistance, Michel Desjouy, un promoteur immobilier. C'est le nouveau propriétaire. J'aime bien, et puis vous pouvez compter sur moi. Il réfléchit encore à l'avenir des lieux. On vous fait confiance, c'est pour ça. Ici, à Mamers, plus d'hôtels, pas de résidence étudiante, pas de résidence hôtelière, peu de résidences de personnes âgées, etc. Il y a un tas d'activités de ce type notamment qui peuvent être développées sur cet ensemble-là qui représente plus d'1 hectare de parc en cœur de ville, où il n'y a que des avantages. Voilà. Le promoteur a déboursé 190 000 € pour acquérir le monastère. Avant les travaux, les ex-voto, l'autel, les vitraux, les crucifix seront démontés. Ils orneront bientôt une nouvelle église en construction. Ça ne m'attriste pas. Si je n'avais pas été prêtre, j'aurais été archéologue. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est vieille pierre. Et tant qu'on peut les faire vivre avec leur destination initiale de vie chrétienne, c'est très bien. Mais je n'ai pas donné ma vie pour des vieilles pierres. Moi, j'ai donné ma vie pour annoncer le Christ aujourd'hui. Mais c'est toute la différence. Mais bien sûr, après, comme tout homme, on aimerait que les choses se poursuivent, quoi. On a tous un peu de nostalgie en nous, hein. Mais l'avenir est devant, quoi. Vraiment, mais vraiment. Désertées par les fidèles, les églises peuvent redevenir des lieux de rassemblement. C'est particulièrement vrai à Nantes. Voici Saint-Nicolas, au 9 rue du Gommier. Une seule adresse, plusieurs entreprises. En fait, une copropriété pour alléger la charge d'un tel patrimoine. Il y a là un showroom de mode, un cabinet d'architecte, un espace de coworking, une école de design, et sous les toits, ce duplex de 190 mètres carrés, mis en vente pour 1 200 000 €. Saint-Nicolas, c'est donc une nouvelle communauté qui réunit entre 300 et 400 personnes chaque jour. C'est bon? En impact, les premières sociétés sont belles. Yann Dréano fut le premier arrivé. Il dirige un showroom réservé aux professionnels, où il représente une vingtaine de marques de prêt-à-porter. Plusieurs fois par an, avec ses commerciaux, Yann vend les nouvelles collections aux responsables de boutiques. Après, tu vas avoir le rouge brique. Voilà, c'est moins de 300. Hein, tout ça. Et avec les nouveaux clients, il s'improvise souvent guide. C'est étonnant d'être dans un endroit comme celui-ci. Ah, c'est super, hein. C'est vrai qu'on est un peu protégé. Ouais. Non, c'est vrai. Alors les vitraux sont assez remarquables. Il y a 3 vitraux là qui sont d'époque, 1857.
Et c'est un plaisir à regarder, c'est vrai que c'est quand même magnifique. On cherchait un lieu atypique dans Nantes pour installer un bureau d'achat dans un lieu un peu prestigieux qui mettait en valeur les collections. Et on est tombé vraiment amoureux du lieu. Et on s'est dit, voilà, si on veut mettre nos collections en avant, en valeur, nos fournisseurs, et si on veut faire plaisir à nos clients, et je crois que ça leur fait plaisir, c'est un lieu qui convient tout à fait à notre profession. Dans notre métier, ça fait du bien, on est surpris, on a besoin d'être surpris. Donc, l'œil est forcément frappé, on est en dehors du temps, on est ailleurs. On s'est rendu compte quand même, nous, parce qu'on fait des statistiques avec nos clients, que les clients, finalement, commandaient entre 20 et 30% de plus dans le showroom, parce qu'on loue aussi des salons dans les hôtels. Mais dans les hôtels, voilà, c'est bas de plafond, il y a des moquettes marron, enfin c'est mal éclairé. Et en fait, les gens prennent vraiment conscience de la collection et commandent vraiment plus, et mieux surtout, du fait d'être dans le showroom. Bon, à bon entendeur, salut. Hein, voilà, on va essayer. La balle est dans ton corps. Merci. « 20 à 30% de commandes en plus. Une église, ça aide donc à vendre. » Cela aurait sans aucun doute surpris les anciens propriétaires, les jésuites, qui, comme tous les hommes d'église, font vœu de pauvreté. Ça a été exploité jusqu'à il y a une douzaine d'années par les jésuites. Il y avait encore des messes qui étaient célébrées il y a 12 ans et c'était très très lourd à entretenir. Donc il fallait des gens comme nous, ou la ville de Nantes, mais qui n'a pas préempté, et des particuliers comme nous pour restaurer les lieux. Donc on s'est occupé de refaire les vitraux, réparer tous les vitraux, micro-sabler donc l'intérieur, vérifier les toitures, les charpentes. C'est un gros investissement, mais c'est un gros travail aussi de préservation du patrimoine. Yann a investi plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'achat et la restauration de l'édifice. Avec dans l'aventure quelques bonnes surprises. Alors ici avant c'était pas du tout accessible, c'était fermé, il y avait des pierres partout, on ne pouvait pas y rentrer. C'était des gravats. Donc on a reconstitué tout le tour de l'église, on a refait des petites cellules, des réserves, un local technique, les sanitaires, il y a un petit appartement, il y a des bureaux. Et on a ouvert certaines cellules, comme la cuisine, sur la nef. Et on a gagné 200 mètres carrés à peu près. Yann a ainsi doublé sa surface. Voilà, c'est chaud. Je vous conseille de vous asseoir pour déjeuner. Juste en dessous, au rez-de-chaussée, il tient à nous présenter son voisin qui, lui, pour gagner de l'espace, doit faire des miracles. Salut Marc, tu vas bien? Salut Yann. On t'en est où dans tes travaux? Je vais te montrer ça si tu veux. Avancé? Ouais, ça a bien avancé, on est content. Il faut que ça soit prêt pour les journées portes ouvertes. On était un peu inquiets. Marc Héron est directeur d'une école de design. Il accueille 200 étudiants chaque jour dans l'établissement. Il vient d'aménager au fond de la nef une mezzanine pour rentabiliser les 7 mètres de hauteur sous plafond. Non, écoute, ça s'est bien passé. Ah ouais. Ah bah c'est sympa, ouais, c'est cool. Ah puis là, tu récupères bien les vitraux et tout, on voit bien le... T'as vu ça? Ah, et encore un jour, il y a de nuit, il n'y a pas trop de lumière, mais c'est... ça rend super bien. Ouais, ça va être un espace de travail aussi. Et on profite des alcôves, parce que là, tu vois une grande classe, c'est pas possible. Si tu veux un petit canapé, j'ai le même, à la limite, je pourrais te le filer. C'est vrai? T'en as plus besoin? Et on voisine bien, c'est ça qui est bien. C'est un lieu convivial, ouais. On a une bonne relation et c'est vrai que c'est cohérent entre l'école de design, le showroom de prêt-à-porter, il y a un bon feeling. Et pourquoi vous n'avez pas tout acheté? Vous auriez pu faire un Eh bien, super j'y avais showroom. pensé, parce que quand ça avait été à vendre, j'avais pensé à la racheter. Mais bon, on s'est dit, c'est pas raisonnable. On va rester dans notre étage. C'est un projet fou que d'aménager une église comme ça, on en avait déjà parlé. C'est juste, tout le monde dit, oh, c'est incroyable, quelle chance vous avez, c'est fantastique, etc. Après coup. Parce que quand les gens ils arrivent et qu'ils voient une église, ils se disent mais comment on va faire pour aménager tout ça? C'est trop compliqué, l'électricité, l'eau, l'éclairage, le chauffage, tout est différent. Et donc il faut trouver des solutions. Donc c'est bien après, et puis c'est bien quand c'est les autres qui le font. C'est un peu comme les enfants, c'est bien les enfants des autres. Les étudiants de cette école se forment au montage, à la communication visuelle, à la photo
l'animation 3D ou encore la décoration d'intérieur. Pour les accueillir, il a fallu aménager 12 salles de classe sur 2 niveaux, avec un impératif, faire rentrer la lumière. L'idée, c'était donc des murs en verre. Donc cet espace-là, quand on est arrivé, il était complètement vide. Il n'y avait absolument rien. Nous, ce qu'on a fait, puisqu'on n'avait pas le choix, on a dû structurer l'espace et en faire des salles de classe. Il y avait un choix esthétique à faire qui n'était pas simple, parce qu'en fait, confronté à un lieu comme celui-là, un espace gothique, c'est plutôt assez chargé. Et l'idée, ça a été de jouer le contraste à fond. Partir sur du moderne. On a des parties qui vont être carrément industrielles, hein, comme cet escalier en métal. Et puis toute une partie qui va plutôt faire référence à Mondrian et à la peinture abstraite du début du XXe siècle. Et au final, le challenge a plutôt fonctionné parce que le gothique et le moderne, ça marche très très bien. Alors, selon les générations, on va avoir 2 références. D'un côté, on va avoir Oxford Cambridge, et puis de l'autre côté, on va avoir Poudlard et Harry Potter. Du coup, qu'on soit assez proche de lui, on est peut-être lui au premier tiers, et puis qu'on ait les vitraux derrière, pour être sympa, voilà. Merci. Les étudiants déboursent entre 5 000 et 6 000 euros par an dans cette école privée. Mais au moins, pour ce prix-là, ils ont le décor en plus. On peut jouer donc avec toutes les différentes lumières, donc la différence de couleur avec les vitraux. On peut faire du clair-obscur. Moi, ça m'inspire énormément parce que je trouve que ça nous aide à être donc créatifs. C'est un lieu assez unique et je pense que c'est vraiment une chance qu'on ait une école comme ça aussi, avec modernité et avec tout le charme de l'ancien. Je pense que ouais, c'est vraiment un lieu, une source d'inspiration au quotidien. Donc là, vous avez absorbé tellement de documents. Bien inspirée aussi la direction de l'école. Elle sait faire de cette chapelle un argument marketing fort pour convertir de nouveaux élèves. Une fois, une personne qui a crié au marchand du temple dans l'église. Sinon, la plupart des personnes, à 99%, les gens sont très positivement charmés par ce qu'on en a fait. Et le fait d'être une école dans une église, ça ne choque pas vraiment. Au contraire, ça suscite l'intérêt et une forme d'émerveillement, clairement. Les églises, un paradis pour les investisseurs, pour les bienfaiteurs aussi. Retour à Tourcoing. Les semaines ont passé et Sylvanie Hoireau a une petite surprise à nous montrer. Comme nous, vous pensiez que le passionné de patrimoine se serait contenté de son église Saint-Louis. Eh bien, détrompez-vous. À 5 km de là, à Wattrelos, voici Saint-Gérard. Autre église, autre folie. Car Sylvanie est en train de l'acquérir. Voilà, Saint-Gérard. Un beau bébé aussi. Donc elle a été très bien dessinée, cette petite église. Ça m'avait assez touché d'ailleurs. C'était le curé de cette paroisse à l'époque qui avait vraiment adoré ce que je faisais, la démarche de Saint-Louis, et qui touchait, m'avait sollicité, on disait, mais vous n'auriez pas une solution pour Saint-Gérard? Ils étaient fermés et voilà, menacés de disparaître. Et franchement, j'en avais pas. Non. Et c'est que 6 mois, 1 an après, que c'est devenu une évidence, en fait. Que c'était la suite logique. Tout simplement, voilà, ce lieu, je vais en avoir besoin, et lui, il aura besoin de moi. Saint-Louis, mon projet, c'est justement de me pousser lentement vers la sortie. Bah oui. Comme pour Saint-Louis, Sylvanie devrait devenir propriétaire ici pour rien, ou presque. Il veut faire de ce lieu une cité des métiers artisanaux liés à la valorisation du patrimoine. Vous allez acheter toutes les églises du Nord comme ça? En fait, vous êtes le Saint-Bernard des églises du Nord, non? Non, pas du tout.
Bah, par contre, c'est vrai que j'aimerais bien, pourquoi pas faire un club de repreneurs d'église, voilà, avec des bonnes intentions. Un club où chacun pourrait s'inspirer des autres. En attendant, Sylvanie passe souvent la frontière pour voir ce qui se fait chez les voisins. À Gand notamment, où ce concept store vient d'ouvrir dans une chapelle du XVIe siècle. Une quinzaine d'enseignes permettent ici aux clients de déguster sur le pouce des cuisines du monde. Une reconversion que Sylvanie tenait absolument à découvrir. À Gand, Holy Food Market, voilà une reconversion, une église assez surprenante, même réussie, ça, vous voyez, sa vie, c'est une nouvelle vie, je crois que c'est une troisième vie d'ailleurs. C'était une librairie avant de devenir ce lieu de food entrepreneur. Vous aimez? Moi, oui, j'apprécie parce que c'est rempli et voilà, c'est des artisans quelque part. Le gérant des lieux s'appelle Ladislas Leys. Il a 29 ans. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes Ladislas? Oui, c'est moi. Enchanté, Sylvanie O'Haraud. C'était une ruine depuis 15 ans. Il n'y a personne qui... Il n'y avait personne qui venait dedans. C'était vraiment... Il n'y avait pas de vitres, il n'y avait rien. Tout était noir. On a tout changé, même les couleurs de marbre. C'était noir. Alors on a tout changé. Ça serait indiscret de vous demander environ le budget d'un projet comme ça. Chez moi, je sais que c'est 2 millions d'euros pour arriver à l'ouvrir. Ils ont acheté pour 1,2 million d'euros. Acheté tout le bâtiment, même les ceux à côté. Le foncier, quoi. Oui. Et puis après, ils ont fait la réservation entre 2 millions d'euros, 2-3 millions d'euros. Mais il y a 1 million subsidiés par l'État. Ladislas a bien essayé de faire de cette église un lieu culturel, pas assez rentable. Sylvanie, lui, cherche toujours la bonne formule, éthique. C'est pas ce que je veux faire, mais il y a beaucoup de similitudes, oui. Après, c'est l'équilibre avec le côté commerce. Et il y a un juste milieu à trouver. Il faut que le projet soit périn. En fait, l'essentiel, c'est ça. C'est si on a le bâtiment et on veut que ce patrimoine soit sauvé, il faut qu'il ait son autonomie financière. Voilà. Donc, c'est avant tout ça. Il n'y a pas le choix, sinon il tombera. Sylvanie le sait, pour sauver son église, il doit en faire un lieu culturel incontournable. Et pour cela, il mise beaucoup sur l'événement qu'il organise dans quelques heures. « 400 personnes sont attendues dans la nef pour la soirée inaugurale qui doit faire connaître Saint-Louis dans toute la région. Il faut donc tout prévoir, à boire et à manger. Bonjour Hubert. Ça va? Prévenir aussi les voisins. Ça va bien. Il est comme ça, Sylvanie, attentif aux gens. C'était pour vous prévenir qu'on va avoir un événement ce soir et qu'il va y avoir un peu de nuisance jusqu'à minuit. J'ai encore 2-3 points à voir. Moi, j'avais ça à sécuriser. Là, ça, il faut qu'on puisse le fixer, que ça ne puisse pas bouger. Giuseppe, c'est notre garde du corps depuis le début. Là, justement, ce serait bien qu'on fasse un petit brief avec la Sécu qui arrive. Ludo, la caisse. On a un fond de caisse? Prévoir le fond de caisse. Avertir aussi la police municipale. Juste pour prévenir en fait, parce qu'on a un événement ce soir. Répondre enfin à la presse locale. Sylvanie O'Haraud. Voilà. L'événement doit être à la hauteur, car ce soir, le sauveur d'église joue gros. Ouais, je suis ultra attendu en fait. Je suis à cran parce que c'est important pour moi. C'est normal, hein, on peut pas. Vous savez, on met des années à construire quelque chose et tout peut être détruit en quelques heures. Sylvanie veut marquer les esprits pour faire connaître son église. Quitte à monter le son s'il le faut.
L'événement est organisé avec un web magazine qui propose des lieux insolites à découvrir dans la région. Sylvanie rêvait d'attirer la jeunesse de l'île, ici à Tourcoing. 15 km seulement, mais 2 mondes à part. Et visiblement, c'est réussi. Tous les gens avec qui j'ai échangé disent c'est génial, je suis content d'être venu, d'avoir découvert ça, j'ai envie de revenir, donc voilà, c'est tout ce qu'il faut. Et après, je savoure ces instants quand j'ai été ici, dans ce lieu en ruine, dans la galère, les travaux, la poussière. J'aurais jamais imaginé ça. Finalement, la morale de cette histoire est limpide. Elle résonne comme une béatitude. Heureux les repreneurs d'église, car un jour, c'est certain, ils verront leurs vœux exaucés. Sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, and Asian. I only came for 2 days again, but every time I come, I always find I'm second. It's the type of town I'm just